déjà, les gens techniques vont avoir une évolution très forte parce que petit à petit, l'AI va être le meilleur codeur du monde. C'est-à-dire qu'il va mieux coder dans un langage spécifique qu'un humain. C'est déjà quasiment, enfin, on n'est pas loin. Donc nous on est sur de l'AI supervisé par l'humain. C'est-à-dire que les gens techniques, leur rôle, ça va être s'assurer que le code produit correspond aux besoins et avec tout un certain nombre d'éléments. Bonjour Julien, Bonjour Paul. bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Je te remercie de m'accueillir ici dans les locaux de Palo Haiti à Mexico City. Je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. On va parler d'intelligence artificielle, on va parler de management, de ta carrière à travers l'Europe, l'Amérique. Pour commencer cet épisode, je vais te laisser te présenter, me dire qui tu es, d'où tu viens, résumer rapidement ton parcours en 2 minutes et m'expliquer tes fonctions actuelles. D'accord, merci de m'inviter d'abord et ravi de te recevoir chez nous. Julien Rousselet, je suis français, ça fait 25 ans que j'habite en Amérique latine. Je suis arrivé au Mexique, après je suis parti au Costa Rica, après je suis revenu au Mexique, après je suis parti au Brésil, après ça je suis revenu en France, après ça je suis revenu au Mexique. J'adore effectivement voyager, connaître d'autres pays. J'ai grandi à Dubaï jusqu'à l'âge de 11 ans, après ça en France. Après ça, je suis parti en Afrique, et puis après ça en Amérique latine. Et j'ai connu le Mexique quand j'avais 14 ans, parce que j'ai une tante qui habite au Mexique depuis très longtemps. Et j'ai adoré, je suis revenu l'été d'après. Et donc, quand j'ai commencé à bosser, j'avais envie de venir en Amérique latine, pas forcément au Mexique, mais j'avais adoré le contact avec les gens et tout ça. Euh, je suis marié à une Mexicaine avec 3 enfants. Et j'adore ouais, la liberté qu'offre le Mexique. Je trouve qu'on est dans des pays où il y a peut-être un peu moins de règles euh, et donc un peu plus de liberté. Ouais. Ok. Après ça, sur mon parcours, rapidement, moi, en fait, j'ai fait Dauphine. Après ça, j'avais monté avec des amis un tour opérateur de ski étudiant. Euh, et puis, j'étais rattrapé par le service militaire parce que j'ai un peu de cheveux gris. Donc, moi, à mon époque, c'était encore obligatoire. Je pense que j'étais un peu la dernière année. Et du coup, j'ai fait une coopération en Afrique. Et après ça, j'ai fait un master à l'EM Lyon. Et après ça, je suis rentré en fait chez Alcatel au siège pour faire du marketing stratégique. Mais en fait, j'avais envie de vendre. J'avais envie d'être en face des clients plus que de. Et donc, je me suis orienté vers la vente chez Alcatel et je voulais aller en Amérique latine. Donc, je suis arrivé au Mexique. Donc, j'ai fait Alcatel au Mexique, au Costa Rica, revenir au Mexique avec Alcatel. Et après ça, je suis passé chez Thales au Mexique, et où j'ai dirigé les opérations de Thales au Mexique et au Brésil. Et puis, j'avais envie d'entreprendre. Je voyais un peu la transformation numérique, comme on disait à l'époque, qui passait un peu sous mon nez. Et donc, j'ai cherché à entrer sur ce secteur-là et je me suis associé avec Palo Haiti pour monter leurs opérations sur les Amériques en démarrant par le Mexique. Ok. Qu'est-ce qui t'a motivé pour passer d'une carrière corporate chez Alcatel, Thales, à une aventure plus entrepreneuriale? Ouais, alors, je- moi, je pense que c'est plusieurs choses. Moi, j'ai fait ça à 41 ans, donc un peu tard. Euh, je pense qu'une première chose, c'est que j'ai pas mal d'amis qui ont monté des boîtes assez tôt. Et donc, en discutant avec eux et tout ça, ça me donnait quand même envie de vivre cette expérience. Euh, Avec une envie en fait, d'une grande autonomie. Parce qu'en fait, quand on entreprend, euh, il y a des difficultés puisqu'on est un peu plus seul. Mais d'un autre côté, on peut décider les choses hyper rapidement. Il y avait ça. Il y avait, comme je le mentionnais aussi, toute cette partie de la transformation numérique. Donc, chez Thales, on travaille des gros projets technologiques, euh, mais pas tellement orientés sur cette transformation numérique. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs là-dedans dans cette transformation numérique. Donc ça me semblait être un bon alliage. Mais pour moi, c'était surtout ouais, l'envie de créer quelque chose, d'être beaucoup plus autonome. C'était ça qui me donnait envie. Ok.
Et est-ce que tu peux m'expliquer ta démarche? Parce que tu pouvais créer ta propre société. Tu as choisi finalement de contacter Palo Alti qui avait été créé en 2009 en Europe. Toi, ça a été en 2015 où tu as voulu faire ce switch entre le corporate et l'entrepreneuriat. Comment s'est fait l'aventure et quel a été ton cheminement pour dire bah, je préfère solliciter une entreprise européenne et l'aider à s'implanter en Amérique? Mhm. Alors moi, la première chose quand même sur le... moi, j'étais chez Thales, je commençais à avoir envie d'entreprendre. Euh, mais en fait, c'est très très compliqué. J'avais un job qui était très demanding et qui prenait beaucoup de temps. Et en fait, c'est très difficile de garder son job et en même temps C'est un de side démarrer autre business, chose. comme on Ouais. dit. Ouais. Euh, moi, j'ai pas réussi à faire ça et j'ai eu la chance, bizarrement, en fait, d'avoir un nouveau boss avec qui je me suis pas entendu du tout. Euh, et donc, ça m'a forcé à prendre la décision. Donc ça, c'est un premier élément, parce qu'en fait, je pense que c'est pas évident quand on est managing director dans un grand groupe, que ça se passe bien. C'est assez passionnant hein, quand même comme métier. À 41 ans, de se dire, je change complètement de direction. Et dans cette prise de décision, moi, j'ai tout de suite décidé de ne pas faire ça tout seul. Moi, j'ai toujours été dans le B2B. Mhm. Je me disais, bah voilà, je suis quand même assez bon dans le B2B, je connais bien l'Amérique latine, qu'est-ce que je pourrais faire là-dedans? Et en fait, j'avais déjà discuté avec le fondateur de Palo Alti avant de sortir de Thales et avec le fondateur d'Octo, qui était un concurrent de Palo Alti. Et en fait, quand j'étais chez Thales, je vendais des gros projets technologiques qui, en général, au bout d'un an, avaient un peu un an de retard. Pas forcément de la faute de Thales, c'est juste que c'est des projets très compliqués pour se mettre d'accord sur tous les détails, pour l'implémentation, et ça prend énormément de temps. Et je me rappelle, en 2015, donc assez tard, j'ai lu un article sur l'agilité. Et j'ai dit, Ouah, c'est vachement intéressant de travailler de manière plutôt incrémentale, de manière très différente. Parce que nous, chez Thales, on était habitués à faire des documents d'ingénierie de 10 000 pages hein, avant de démarrer quoi que ce soit. Parce que c'est des systèmes de mission critiques, hein, donc si ça ne marche pas, c'est quand même très compliqué. Et donc je me suis dit, ah bah tiens, l'agilité c'est intéressant, j'ai envie d'entreprendre, je connais bien le B2B, peut-être que je pourrais trouver une boîte qui est dans l'agilité, dans la transformation numérique. Et donc, par le hasard, en fait, j'ai parlé avec les deux fondateurs. Et du coup, je me suis dit, ah bah tiens, je vais leur proposer. Donc, en fait, c'est pas moi. Je me suis pas dit, bah tiens, je veux faire ça, je vais chercher les gens. Tout s'est un peu passé en parallèle. J'étais pas très content avec mon nouveau boss. Je voyais d'autres choses intéressantes. Je rencontre des fondateurs de boîtes qui sont dédiés à ça, qui sont des champions en France de ça. Je me dis, ah ouais, tiens, j'ai bien envie de monter dans ce bateau-là. Et ça me permet d'entreprendre en prenant quand même moins de risques qu'une idée que j'aurais tout seul dans mon coin et qu'il faudrait démarrer tout seul. Euh, et donc j'ai proposé aux deux, je dis moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire un deal où eux apportaient le financement et le know-how, euh, et moi, la force de travail, en gros. Euh, donc, du coup, moi, je suis minoritaire sur les opérations que j'ai montées avec Palo Alti. Euh, donc, c'est un mélange d'entrepreneuriat et de travail normal. D'entrepreneuriat. Ouais, un peu. Ouais. Ok. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, tu y réponds. Tu parles de la méthode agile. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la méthode agile pour nos auditeurs? Alors, la méthode agile, ça a été. Alors, ça vient de la transformation digitale, hein, de tout ce qui est la production de software. Euh, Tout le monde va le présenter de manière un peu différente. Après ça, si, euh, moi, je trouve que c'est quelque chose qui vient du Lean de Toyota. Mm. Donc la base, c'est quand même l'aspect Lean, donc qui consiste à mesurer, à être plus itératif et tout ça. Après ça, au début des années 2000, il y a des gourous de l'industrie qui sont réunis pendant un week-end et qui ont écrit un manifeste agile avec 12 principes. Euh, c'est des principes avec beaucoup de sens commun. Il y a beaucoup d'autonomie au sein des équipes. On va dire par exemple qu'une équipe d'architecture euh,
qui bosse elle-même sur monter une architecture est meilleure qu'une équipe traditionnelle où il va y avoir un chef d'architecture et des architectes en dessous. Par exemple, euh, moi, ce qui m'a vraiment convaincu le plus fort de l'agilité, c'est la partie itérative. C'est-à-dire de saucissonner son projet en petites tranches et de livrer des petites tranches petit à petit, plutôt que de voir la globalité du problème euh, et de juste voir le end result. Et en fait, ça, je pense que c'est extrêmement bénéfique dans les projets d'avancer à petits pas. Et donc, pour moi, c'est la partie la plus importante. Mais il y a beaucoup plus de principes autour de l'agilité. Mais ce que je dis toujours, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus difficile d'être bon en mode agile que bon en mode waterfall. Dans les programmes, normalement, c'était waterfall. Euh, c'est très, très exigeant parce qu'en fait, l'autonomie vient avec une responsabilité très forte de chaque personne au sein de l'équipe. Donc après ça, autour de l'agilité, il y a plein de méthodologies, Kanban, Scrum et tout ça. Et donc au début, le fait d'appliquer les méthodologies de manière assez carrée, c'est la bonne solution. Après ça, c'est vrai que chacun fait son agilité un peu à sa manière. Moi, j'ai eu des grosses discussions avec les équipes. Il y a des gens qui vont dire l'agilité, c'est on fait ce qu'on veut quand on veut. À mon avis, moi, je pense que c'est pas du tout ça. Au contraire, il faut cadrer, il faut mesurer. Ce que j'aime bien aussi de l'agilité, c'est l'aspect qui vient du lean, de mesurer, mesurer, mesurer. En fait, c'est très difficile de s'améliorer si on ne mesure pas. Euh, et, euh, et au final, c'est une culture, finalement. Parce qu'en fait, il y a des méthodologies, mais en fait, il y a une partie de mindset qui est quand même très importante. C'est l'ouverture au changement. Donc, quand on travaille avec des équipes techniques d'ingénierie, en général, le changement n'est pas très bienvenu parce qu'il faut refaire, mais cette orientation client, usager qui oblige à prendre en compte le changement et changer les mindsets pour être ouvert au changement, c'est un facteur d'efficacité très important parce que c'est plus important au final de livrer un produit qui marche et qui remplit sa mission qu'un produit qui remplit ce qui a été écrit au niveau du scope of work. Et c'est ça quand même le gros problème souvent. C'est qu'il y a des équipes qui vont écrire un scope of work, enfin des fonctionnalités dont ils ont besoin. Les équipes vont remplir la mission de remplir ces fonctionnalités, mais en fait, c'est peut-être pas exactement ça qu'il faut faire. Et donc, il faut être capable de changer de direction au fur et à mesure que ça vient. Qu'est-ce que c'est pour toi un leader et comment est-ce que un leader doit s'intégrer dans justement cet environnement agile? C'est une bonne question. Je ne sais pas si j'ai la réponse. C'est une question assez large. Euh, Moi, je pense qu'un bon leader, c'est quelqu'un déjà qui est capable de mettre en place de la vision stratégique vers où on veut aller, comment est-ce qu'on veut y aller, qui est capable de mettre en place un framework de délégation. Parce qu'en fait, ce que je disais, c'est pas faire ce qu'on veut quand on veut. Il faut en fait donner un framework au sein duquel chacun peut trouver son espace d'autonomie. Donc l'autonomie est importante pour profiter des idées, des capacités de chacun. Mais on a quand même besoin d'avancer dans une direction commune. Euh, Après ça, par rapport à, je me rappelle, au cours de management que j'ai eu et tout ça, moi, je crois énormément que le leader doit quand même aussi rentrer dans le détail. Dans quel sens? Parce que quand on parle de détails en leadership, à quel Alors moment parfois, tu on va me rentres dans le qualifier de Ouais, à micromanager. quel moment tu rentres Je dans suis le... sûr que si tu parles à mes équipes, il y en a qui te diront que je suis un micromanager sur un certain nombre de sujets. Mais je pense qu'en fait, quand même, pour prendre les bonnes décisions, pour avancer dans le bon sens, parfois, il faut se mettre dans le détail. Et il faut trouver, en fait, l'équilibre, dire, bah voilà, ça, j'ai pas besoin de me mettre dans le détail, ça, il faut que je me mette pour que les choses avancent. Et oui, en fait, je pense qu'il y a un aspect de micromanagement parfois aussi dans le leader. Alors, je vais choquer pas mal de monde en disant ça,
Mais en tout cas, moi, c'est ma recette. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est tu as une vision d'ensemble et par contre, tu décides à certains moments qu'il y a des sujets qui sont stratégiques et là, il faut être capable d'aller justement en profondeur, chercher les connaissances. Stratégique ou problématique. Quand il y a des choses qui avancent pas comme on veut, soit au rythme qu'on veut, soit dans la direction qu'on souhaite, bah, je pense que par moment, ouais, il faut rentrer vraiment dans le détail euh, très profondément et pour être capable de vraiment comprendre qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut ajuster. Et ça crée des tensions au sein des équipes. Mais cette tension qui peut être momentanément difficile à vivre n'est peut-être pas forcément mauvaise. Donc je pense pas aux leaders où tout va bien, tout est cool, tout le monde s'aime. Je pense que c'est pas la réalité du monde. Euh, et je pense qu'il est très dur dans le leader, c'est de trouver cet équilibre. Parce que si on fait tout en micro, ça peut pas marcher, c'est pas possible. Euh, mais je pense qu'il faut faire gaffe. Moi, j'ai vécu dans ma carrière des moments où je pense que j'ai été trop loin du sujet euh, et que j'aurais dû m'y mettre plus. Qu'est-ce que ça t'a appris? Tu parles de il y a des moments où tu étais peut-être trop loin du sujet. Qu'est-ce que tu as appris peut-être ton expérience en corporate et comment est-ce que tu réappliques des concepts que tu as appris en corporate aujourd'hui dans cette aventure avec Palo IT? Alors moi, plus que le corporate, ce que m'a beaucoup aidé mes expériences passées avant de monter Palo IT, c'est l'expérience projet. Parce que Alcatel, Thales, bon Alcatel n'existe plus, mais c'est des boîtes qui font des projets techniques compliqués. Parfois, ça perd beaucoup d'argent, parfois, ça gagne de l'argent. Euh, et donc, d'avoir été baigné là-dedans pendant des années, et Palo IT, c'est une boîte de projet, beaucoup plus petit, mais c'est quand même une boîte de projet. Et donc, cette culture projet qui me permet en fait de regarder un projet, de sentir les trucs qui vont pas, d'être 2 pas en avant, de voir un peu plus loin pour anticiper, parce qu'en fait, pour moi, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, le gros pourcentage du succès d'un projet, c'est ce que j'appelle le pre-project, en fait. C'est avant de démarrer. Euh, La la préparation. compréhension des enjeux, la mise en place des équipes, euh, tout ça. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Et je pense que si j'avais pas eu ce background-là avant, j'aurais pas eu ce réflexe-là, parce qu'on aurait plutôt tendance à penser que le succès d'un projet, c'est la réalisation euh, dans le cadre du projet. Et l'autre clé de succès, c'est au niveau de la gestion, donc au niveau de la gestion du projet, à un peu plus haut niveau que ceux qui réalisent au day-to-day, c'est l'anticipation. C'est dire, ah bah tiens, ça va être un problème dans un mois. Comment je fais aujourd'hui des choses différentes pour éliminer ce problème? Donc ça, c'est pas tellement l'aspect corporate, c'est plus l'expérience projet. Après ça, sur l'aspect corporate, bon, j'ai beaucoup appris, notamment chez Thales, sur la partie financière, hein, gestion de PNL et tout ça. Donc, je vois par rapport à d'autres amis entrepreneurs, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus de mal sur. Moi, j'ai acquis les réflexes de faire un budget, de faire des forecasts, de reforecaster. Donc, toute sa planification financière, c'est quelque chose qui pour moi est maintenant naturel, qui je pense n'est pas forcément naturel pour beaucoup de personnes qui feront de l'entrepreneuriat. Et c'est vrai, quand on est dans une grosse boîte et qu'on mène une opération, ben on va faire des business plans assez détaillés avec des plans d'action. Donc ça enlève un peu d'autonomie au day-to-day, mais en fait c'est pas mal sur tout un certain nombre de choses. Et donc dans l'entrepreneuriat, on est beaucoup plus dans la dynamique day-to-day, start-up. Il y a 10 000 choses à faire, hein. Quand j'ai monté Palo IT, on fait tout, hein. On fait du commerce, des projets, de la finance, on fait tout au début, surtout au début. Euh, mais en fait, le fait d'avoir cette expérience, ouais, moi je pense, m'a énormément aidé. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que vous faites aujourd'hui avec Palo IT, vos activités? Alors, Palo IT, on est une boîte de conseil en transformation digitale. Palo IT, ça veut dire innovation et transformation.
Donc, Palo, parce qu'on a adopté toutes les méthodologies qui viennent de Palo Alto, et IT, innovation et transformation. Comment ça se traduit? Ça se traduit, donc on va imaginer des nouveaux produits, donc ce qu'on appelle product design avec des clients. Donc nos clients, ce sont des entreprises, en général d'une certaine taille, ou des startups financées. Donc on imagine des nouveaux produits digitaux, des nouvelles plateformes, on les prototype, on fait des tests usagers. La deuxième partie, c'est la construction de ces produits, donc c'est du développement de software pour nos clients. La propriété intellectuelle appartient à nos clients. On fait beaucoup de transformations, donc avec toute la transformation digitale, beaucoup d'entreprises ont besoin de passer à des architectures de nouvelle génération, beaucoup plus flexibles, qui permettent de faire des produits plus modulaires, avec beaucoup de scalability, parce qu'il y a de plus en plus de transactions. Donc on fait beaucoup de transformations d'architecture et de data. Et on a aussi toute une offre autour de la sustainability. On a développé une plateforme digitale qui s'appelle Impact Tracker qui est une ESG Data Reporting Platform. Au final, tout ça, on a le continuum depuis la partie design, produit, business, jusqu'à la partie tech. Mais on est très, très tech. Donc, on est un accélérateur de projets avec très haute qualité. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle et la data, évidemment. Moi, à mon avis, les grands champions de demain, ce seront les entreprises qui ont réussi à adopter complètement l'intelligence artificielle et à changer leur business vers la sustainability. Donc, on s'oriente de plus en plus vers ça. À propos de l'intelligence artificielle, est-ce que tu peux me parler du process que vous avez mis en place, du nouveau process Gen E2? Ouais. Est-ce que tu peux me dire un peu plus sur cette méthodologie de travail que vous avez développée en interne? Ouais. Donc, c'est nos équipes en Asie qui ont démarré ça. Donc, sur l'intelligence artificielle, nous, on a démarré en donnant des licences aux différents acteurs des projets. Donc, dans les projets, on va avoir des chefs de projet, des développeurs, des architectes, des gens qui font des tests, tout ça. Donc, quand on leur a donné des licences, par exemple, les codeurs, ils vont faire ce qu'on appelle du code completion. Comme quand tu écris sur un ordinateur une phrase et que l'ordinateur te finit la phrase, c'est la même chose sur le code. Les architectes, ils vont faire ce qu'on appelle du prompt engineering. Donc, ils vont monter leur architecture en faisant des prompts à l'intelligence artificielle. Les testeurs, ils vont automatiser un certain nombre de choses. Et en fait, quand chacun travaillait comme ça, on arrivait à des gains de productivité de 5-8%. Donc, ce n'est pas un gros game changer. Et là, les équipes ont réfléchi et se sont dit non, mais en fait l'intelligence artificielle, elle produit un bon résultat quand elle a beaucoup de contexte. Et donc, on a inventé notre sauce secrète où en fait, on va vraiment mettre l'intelligence artificielle au centre du projet avec comme objectif que la partie production soit faite par l'intelligence artificielle. Donc, on va mettre en place des équipes qui vont créer énormément de contextes, qui vont créer des règles, on a développé certains actifs à nous qu'on met, on disponibilise l'AI. Mais en gros, sans entrer dans trop de détails, on met l'AI au centre du projet, qui a accès à toute l'information du projet dès le premier jour du projet. Donc, ça veut dire que les équipes vont faire des réunions qui vont être transcriptées par l'AI et disponibilisées à l'AI sur n'importe quel sujet du projet. Et en fait, du coup, l'AI produit beaucoup mieux. Et du coup, là, on est sur des gains de productivité de 50-60%. Donc, très, très important. Mais on modifie complètement la manière de travailler. Et en fait, les gains de productivité sont liés. Nous, notre production, c'est des hommes-jours, en fait. C'est des humains. Et donc, si une équipe de 8 personnes, on fait le même projet avec 3 personnes, c'est là les gains qu'on a. L'autre chose, c'est qu'en fait, quand on arrive à avoir des équipes plus petites, juste le fait que l'équipe soit plus petite est un gain de productivité très important. Parce qu'on n'a plus besoin, par exemple, le rôle de chef de projet,
ça devient plus un leader de produit parce qu'en fait, on n'a plus tellement besoin de gérer 10 personnes. 3 personnes travaillent naturellement de manière très productive ensemble. Hmm. Et donc, on a fait ce qu'on appelle du mob programming. Donc, où ils vont faire des réunions assez courtes avec des outputs de software itératifs très très rapides. Euh, et donc, il y a des gains de productivité qui sont liés directement à l'IA, mais aussi il y a beaucoup de gains de productivité qui sont liés à une réorganisation euh, de la manière de travailler. Après ça, c'est sûr que les outils d'intelligence artificielle vont être de plus en plus performants en plus là-dessus. Donc là, on commence à arriver à des niveaux de performance satisfaisants pour travailler, mais ils vont, avec le machine learning, enfin l'IA apprend toute seule, donc elle s'améliore, elle s'améliore, elle s'améliore. Euh, c'est un- c'est sans fin. Je ne sais pas où ça va terminer, euh, mais je pense que ça va être un gros, gros changement dans l'industrie. Je pense que tout le monde va prendre cette direction. Comment vont évoluer les métiers? Quels vont être les métiers de demain pour toi? Vers quelle direction on se dirige? Bah, nous, on voit que sur ce genre de projet, en fait, disons que sur une équipe où il y avait 80% d'équipes techniques et 20% d'équipes produits, bah, on va être plutôt à 60% de produits et 40% de technique. Euh, donc, les gens, euh, déjà, les gens techniques vont avoir une évolution très forte parce que petit à petit, l'AI va être le meilleur codeur du monde. C'est-à-dire qu'il va mieux coder dans un langage spécifique qu'un humain. C'est déjà quasiment, enfin, on n'est pas loin. Donc nous on est sur de l'AI supervisé par l'humain, c'est-à-dire les gens techniques, leur rôle, ça va être s'assurer que le code produit correspond aux besoins euh, et avec tout un certain nombre d'éléments. Donc on était avant sur des gens qui vont être très très bons sur un langage, sur une architecture, et en fait là on va être plutôt sur des gens beaucoup plus généralistes techniquement. Donc ça, c'est très dur hein, dans la partie technique, hein, pour des gens d'être capables de gérer plusieurs architectures, plusieurs langages. Euh, donc la difficulté, c'est comment est-ce qu'on va faire monter les gens de niveau. Parce qu'en fait, c'est plus facile de spécialiser quelqu'un sur un sujet que de prendre quelqu'un qui est bon sur un sujet et de le rendre plus généraliste. Je pense que le challenge est plus complexe. Ça, c'est le premier angle. Deuxième angle, c'est de faire évoluer plus vers le produit. Euh, dans notre industrie, l'un des gros coûts, c'est le rework. C'est de refaire des fonctionnalités, de refaire du code, parce qu'en fait, ça ne correspond pas vraiment aux besoins du marché, de l'usager, toutes ces choses-là. Et donc ça, on va le résoudre avec des gens qui sont très orientés produits, qui sont très orientés clients, qui sont très orientés usager final, et donc qui vont minimiser ce risque dans l'implémentation. Ça, enfin, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut le déléguer à l'intelligence artificielle aujourd'hui. L'intelligence artificielle les aide aussi. Maintenant, elle rentre dans tout le processus, hein, pas juste dans la production de code. Nous, on est une boîte qui utilise l'intelligence artificielle aujourd'hui partout, hein. Même en finance, en marketing, dans tout ce qu'on fait. Euh, Maintenant, ouais, je pense qu'il va y avoir un shift un peu plus fort. Donc, j'ai pas encore toutes les solutions, hein. On est en train de travailler sur comment est-ce qu'on va faire évoluer les équipes. Ce qui est sûr, c'est qu'on va faire plus avec moins. Donc, nous, probablement, qu'on gardera le même nombre d'équipes, mais qu'on fera beaucoup plus. Alors qu'avant, pour faire plus, on était obligé de recruter en permanence. Hmm. Donc notre croissance était directement liée à des recrutements humains. Probablement qu'on fera moins de recrutements. Tu évoques le besoin de connaissances techniques pour pouvoir challenger et corriger l'intelligence artificielle, euh, Ou l'orienter. ou l'orienter, oui. Comment est-ce que tu fais pour faire monter en compétence tes équipes? Parce que aujourd'hui, tu dis l'intelligence artificielle va générer du code, et c'est ensuite les développeurs qui vont pouvoir challenger, corriger, orienter l'intelligence artificielle. Mais d'un point de vue montée en compétences, historiquement, il y avait dans l'organisation typique technique, tu as des développeurs juniors, puis seniors.
les chefs de projet et le CTO, par exemple, dans l'entreprise. Aujourd'hui, comment est-ce que tu vas faire pour faire passer un junior au stade de senior et d'avoir les compétences de challenger l'intelligence artificielle, sachant que lui, au quotidien, son métier sera... Enfin, on n'a plus besoin de développeurs juniors, entre guillemets, vu que c'est l'intelligence artificielle qui prend leur, euh, leur, euh, leur tâche, tout simplement. Ah bon, déjà, moi j'ai résumé en disant l'intelligence artificielle va produire du code, mais on fait beaucoup plus, hein. Hmm. On fait de l'architecture, euh, on met vraiment l'intelligence artificielle au centre du projet. Donc elle est sur l'ensemble. Après ça, je parle de production de code parce que c'est un coût important dans un projet de développement de software là, de produire les lignes de code, non. Euh, donc déjà, avant, les bons, déjà, ils utilisaient beaucoup de librairies de code open source, hein. Il y a peu de bons codeurs qui s'amusent à faire des lignes et des lignes pendant des heures si il y a des trucs disponibles dans les repositories de code open source. Euh, donc voilà. Après ça, c'est une bonne question, hein, c'est très compliqué. Nous, aujourd'hui, là, on a fait 3-4 projets avec cette nouvelle méthodologie. Il y a une équipe qui a réussi à craquer le truc, on va dire, après un an d'essais récurrents et tout ça. Boum, ils y sont arrivés. Donc cette équipe, on a dit, bah tiens, on va faire ce prochain projet, on va le faire de la même manière. Soit peut être un projet interne pour pas prendre de risques ou un projet client qui est déjà bien maîtrisé. Euh, et on les met en contact avec cette équipe qui leur explique comment est-ce qu'ils ont fait et tout ça. Donc ça a été la première étape. Maintenant, il faut qu'on généralise ça au sein de l'entreprise. Donc là, on est en train de monter des programmes de formation sur cette nouvelle méthodologie, nouvelle manière de travailler, les outils, comment est-ce que ça marche. Donc aujourd'hui, la plus grosse difficulté, c'est pas tellement le junior versus le senior et tout ça, c'est que c'est très très difficile en fait de demander à quelqu'un de prendre une équipe, de dire vous avez la responsabilité de livrer le projet, mais vous n'allez plus le faire comme vous savez le faire, vous allez le faire comme ça. Donc là, les équipes disaient non mais attends Julien, t'es sympa, tu vas pas me demander d'assurer que je le livre dans les temps et en plus me dire comment je dois le faire. Moi, si je le fais de manière traditionnelle, je sais que je vais livrer dans les temps. Par contre, si tu m'imposes de le faire différemment, et moi, je dis, ben non, il va quand même falloir le faire euh, en temps, en heure, avec le niveau de qualité et tout ça. Donc, aujourd'hui, c'est plus une difficulté de pushback, parce que les gens préféreraient évidemment le faire avec des projets internes où tu prends pas de risque, mais tu peux pas. Enfin, il faut qu'on avance vite, hein. Euh, et donc ça, c'est une difficulté. Donc comment est-ce qu'on attaque cette difficulté? C'est beaucoup de formation, d'accompagnement, et puis en fait de mélanger les équipes. C'est-à-dire que là, on a fait un projet au Mexique comme ça. On va exploser l'équipe dans différents projets. Et donc dans chaque projet, il y aura une personne qui sait déjà que ça donne des résultats, que ça marche et tout ça, et qui va accompagner les autres à implémenter ça. Nous, on a assez peu de juniors, parce qu'on est une boîte de conseil, les clients nous prennent pour accélérer les projets avec la très haute qualité. Donc on a quelques juniors, mais c'est une partie faible de notre population. On a plutôt beaucoup de seniors. Je me posais la question, par exemple, ici, la chambre de commerce là, qui veut faire venir l'école 42 là, au Mexique. Et donc, ils forment des développeurs plutôt juniors. Et je leur disais, mais bon, là, avec l'IA, est-ce que vous êtes sûr que c'est un bon... Ça m'intéresserait d'en parler avec l'école 42. Quand je vais aller à Vivatech, là, je vais leur poser la question, parce que je pense qu'ils ont dû réfléchir au problème. Et c'est vrai que tu as raison. Je pense que l'industrie va avoir besoin de moins en moins de développeurs juniors. Mais nous, on n'est pas tellement dans ce cas-là. On est plutôt sur des projets complexes et on n'a pas beaucoup de juniors. Après ça, de manière générale, donc junior ou pas, en fait, nous, on a déjà avant, on mettait en place un career pass avec tout un plan de formation, d'évolution des gens. Donc, un développeur back-end senior, il peut évoluer vers de l'architecture ou plutôt vers du full stack et peut faire du front et du back. Bah là, on rajoute
l'AI au milieu de ce career path. Mais après ça, je pense que toutes les boîtes, on est un peu au début de tout ça, hein, donc on découvre en même temps qu'on fait. Et moi, ce que je dirais, c'est que au-delà des plans de formation, de la stratégie de transformation et tout ça, euh, nous, on est quand même une boîte hyper hands-on. Et on a des mecs suffisamment bons pour prendre des équipes et faire différemment sur un projet. C'est très dur, c'est challenging, mais c'est un peu l'ADN de Palo IT. Cette capacité à prendre des challenges forts et à les réaliser rapidement avec de la qualité. Moi, c'est ce qui me plaît en tous les cas chez Palo IT avant l'IA, et on a le même sujet avec l'IA. Comment est-ce que tu fais pour justement continuer à insuffler cet ADN d'innovation, d'agilité, parce que c'est ça aussi l'agilité, c'est pouvoir passer d'un modèle à un autre et de se renouveler, et de se transformer au quotidien. Comment est-ce que tu fais pour insuffler cette dynamique au quotidien? Bon, alors là, c'est pas moi, hein. C'est qu'on a recruté des gens qui sont alignés avec cette dynamique. Nos CTO jouent un rôle clé, hein. C'est vraiment des business partners, hein. Guillaume, qui est le CTO Americas, c'est pas juste quelqu'un de technique. C'est vraiment mon partenaire de la boîte. Et on a recruté en dessous de Guillaume et autour de Guillaume des gens qui collent à notre ADN. Donc je pense que c'est plus les équipes qui rendent ça possible que moi, sincèrement. Alors, par contre, je suis très attaché. euh, Forcément, quand on fait des projets techniques, on va toujours avoir des réactions de gens techniques qui vont dire: ah, mais non, mais ça c'est trop compliqué, ça c'est machin, il faut les écouter. Ils ont souvent raison, mais il faut aussi challenger. Donc c'est peut-être là-dessus que je pense que j'insuffle assez facilement cette partie de dire: non, non, mais voyons comment on peut le faire. Enfin, moi, j'ai toujours dit, quand j'ai monté Palo IT, on réalisera tous les projets qu'on s'engage à réaliser. Tous. On n'arrêtera jamais au milieu. Euh, c'est dur comme culture d'entreprise. Euh, mais donc, je pense que là, vraiment, c'est pas moi, parce que je pense que déjà, c'est aussi le CEO du groupe et c'est quelque chose assez généralisé dans la boîte. On est dans 10 pays. Et quand je parle avec mes pairs d'Asie, d'Europe, je pense qu'on a un peu tous cet ADN-là, que c'est transmis au sein des équipes. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui réside plus en fait dans le management intermédiaire que dans le top management. Mais c'est eux qui font que c'est possible, plus que moi, sincèrement. Je sais Donc, pas si j'ai non, répondu. non, bien sûr, ouais. Mais c'est pas, ce que je veux dire, c'est que c'est pas évident de. Enfin, vous aviez un ADN là depuis 2009 qui était sur les méthodes agiles. Vous intégriez des personnes qui étaient alignées avec cet ADN, mais même vous, tu parles de Guillaume, ton CTO, toi, enfin à tous les échelons de l'entreprise, avec ces nouvelles technologies, ces nouveaux processus que vous êtes en train de mettre en place. En fait, vous êtes en train de tout déconstruire et de reconstruire. Donc c'est jamais Mais en fait, évident. c'est comme la transformation intelligence artificielle. Je veux dire, en fait, c'est très très similaire de la transformation agile. Hmm. Nous, on a accompagné pas mal de boîtes sur la transformation agile. Euh, du coup, c'est un peu dur pour les boîtes parce qu'ils disent: ah, venir, ça fait 20 ans là, qu'on nous demande de nous transformer en agile. Maintenant, l'intelligence artificielle, il faut se transformer en AI. Et on n'est même pas encore abouti sur l'agile. Maintenant, il faut qu'on se transforme. Et puis en plus, vous êtes en train de nous dire qu'on va diviser les équipes par deux ou machin. Donc oui, effectivement, il y a des réactions fortes. Mais non, je pense qu'au contraire, le fait d'avoir pris des gens qui sont dans l'agilité, comme tu disais, qui sont ouverts au changement, et tout ça, euh, on a quand même des discussions dures. Moi, là où je pense que j'insuffle, c'est de ne pas lâcher, c'est-à-dire face au contre-argument, de dire: bah ouais, mais si, on va y arriver. Parce que on est bon, parce qu'on a ce tempérament agile euh, et tout ça. Mais c'est sûr que moi, je le vois sur le Mexique, qu'on a démarré il y a 9 ans. Les équipes sont montées en puissance, en compétences techniques de manière très très forte, notamment sur les systèmes de très haute transaction. Donc, système financier où il y a beaucoup de transactions, beaucoup de thématiques de sécurité, tout ça. On est vraiment monté en capacité là-dessus de manière très forte. Et ça a été un voyage difficile, ardu, mené principalement par Guillaume, notre CTO, avec des équipes, avec des projets très difficiles à réaliser, sur lesquels les équipes ont appris, mais ont aussi souffert.
Donc c'est sûr, quand on arrive aujourd'hui et qu'on dit ben, on va faire le même projet complètement différemment, alors qu'on a mûri toute une méthodologie, toute une capacité, on a créé des outils pour être capable de faire ces projets, on a formé tout le monde là-dessus, et on est en train de dire, on est en train de faire un 180 degrés hein, quand même. Donc effectivement, même si les gens sont agiles, sont ouverts, sont bons, et tout, ouais, c'est dur. Hein. Donc là, oui, j'insuffle moi en disant non, non, mais voilà, quoi, c'est vers là qu'on va. Déjà, on a la chance d'avoir démontré que ça marche sur des projets. Donc ça, c'est quand même un argument fort pour les équipes. On est capable de leur mettre en face des gens qui ont travaillé sur ces projets et qui peuvent leur expliquer comment ils l'ont fait et de mettre en place de l'accompagnement. Mais donc, ouais, c'est vrai que même pour une boîte agile, ouverte, avec des très bons gens techniques, c'est quand même difficile. Et donc, ça va prendre un peu de temps. Euh, mais on va y arriver. Mais le bloc, moi, j'ai pas trop de blocage quand même sur les managers. Ils sont quand même assez engagés et je pense finalement contents de faire différemment, de découvrir autre chose et de le pousser. Mm. C'est plus, comme je disais, au niveau des gens qui doivent réaliser au day-to-day, où ça génère quand même une peur, je pense, tout simplement. Hein. Donc, c'est ça la difficulté. Ouais. Est-ce que tu as un conseil à donner à une personne justement qui souhaite se former à l'intelligence artificielle? Bon, alors là, il faudrait quand même plus. Alors, nous, on fait. Il y a deux aspects. Moi, je dis toujours l'intelligence artificielle, pour moi, il y a trois niveaux. Il y a la partie intelligence artificielle pour les gens non techniques. Donc, on va parler de la finance, du marketing, des ressources humaines et tout ça. Et j'y reviendrai. Il y a l'intelligence artificielle, ce que j'appelle pour la chaîne de production. Donc nous, c'est pour la production de software. Pour d'autres entreprises, ça va être leurs usines. Pour un logisticien, ça va être la partie logistique. Euh, donc là, on va être sur des domaines d'intelligence artificielle très spécifiques. Nous, par exemple, on ne fait pas d'intelligence artificielle pour des usines. Les acteurs, c'est Siemens, General Electric, Schneider qui font ça. Donc, nous, on est vraiment sur la production de software. Donc, ça, je l'ai expliqué, nous, c'est Genitou. Et le troisième niveau, c'est la partie prédictive. Donc, on va utiliser l'intelligence artificielle. Par exemple, sur les acteurs d'e-commerce, ils vont faire du scrapping du prix de la concurrence et des modèles de pricing adaptés en temps réel. Et avec l'AI, l'AI va dire, bah, tiens, si tu baisses de 0,3% ton produit, tu vas vendre tant en plus. Si tu l'augmentes de temps, et puis et des modèles décisionnels. Donc, sur la partie prédictive, c'est hyper technique, très niche, et ça évolue tout le temps, mais c'est pas de la Gen AI, c'est pas OpenAI et tout ça qui vont résoudre ces problèmes. Donc, on reste sur des projets traditionnels, comme on le faisait il y a 5 ans, là-dessus. Donc, c'est des équipes de data science et tout ça. Sur l'AI for non-tech, en fait, on va utiliser des outils OpenAI, Copilot, Mistral, enfin les différents outils du marché. Et ce qu'on va chercher dans un premier temps, c'est à automatiser un certain nombre de tâches. Moi, ce que je vois, donc nous, on l'a mis en place là, depuis 1 an sur l'ensemble des équipes. Chaque personne va gagner 4 heures par semaine à peu près. On est sur 10%. Donc, on va automatiser le sourcing, donc toute la chaîne de recrutement. Donc, les équipes RH ont créé des outils. Aujourd'hui, nous, on va sur la plateforme, on fait développeur back-end senior, et automatiquement, ça crée le job post, automatiquement, ça crée les scorecards, automatiquement, ça crée les case studies qu'on veut faire aux candidats. Les candidats, les CV sont priorisés par l'AI des candidats qui ont le plus de probabilité de convenir pour le poste. Et donc ça, c'est des gains de temps sur des tâches qui étaient faites par des humains qui sont automatisées et qui permettent aux humains de faire des trucs à plus forte valeur ajoutée. Euh, et, et je pense que petit à petit, on va mettre l'AI de plus en plus au centre. Moi, je disais, par exemple, là, j'ai demandé à quelqu'un en 2 heures, là, avec Copilot Studio, elle a créé un canal sur Teams qui s'appelle Newbie.
et qui permet à une personne, elle va sur Canal Newbie, elle dit comment est-ce que je fais pour poser des vacances, et automatiquement tu fais comme ça, voilà le lien, tu vas à la plateforme, ou quelles sont mes prestations, ou quelles sont mes choses. Ça lui a pris 2 heures. Ok. Euh, L'étape d'après, 2 heures pour créer l'outil enfin le avec chat, Copilot le chatbot. Studio, elle a Bien créé sûr. le contexte, elle a lié le SharePoint avec les Mhm. politiques, les machins. Donc, ce qui était bien, c'est que c'était déjà bien organisé. Donc, c'était assez. Il suffisait de lier un SharePoint et puis après ça, de tweaker un peu le truc pour que ça marche comme il faut. L'étape d'après, c'est en fait, ce serait que sur le sujet des vacances, par exemple. L'étape d'après, ce serait que par le Canal Team, je dise, ben moi, je veux prendre des vacances du 14 au 16 avril et que les AI se connectent sur notre plateforme de vacances et demandent les vacances à mon manager. Et que la réponse de mon manager me vienne sur le canal Teams. Je n'ai plus besoin d'aller sur une nouvelle page web. Donc ça, c'est un gain de temps et puis c'est une expérience employée un peu plus sympa. L'étape encore après, ce serait que cet sujet de vacances soit connecté à notre ERP et dise, ah bah tiens, Julien, je vois que tu n'as pas de projet euh, à telle date, je te propose de poser toi 2 jours, et moi, la boîte, je te donne 2 jours gratos, parce que nous, ça nous intéresse, en fait, qu'entre projets, les gens prennent des vacances. Mhm. Là, donc on n'en est pas là. Mais je pense que c'est vers là que ça va aller. Donc, de manière que ce soit pour des clients ou des employés, l'expérience usagée va être super powered par ces sujets, parce que c'est vrai que pour un employeur, recevoir un message, dire ah bah tiens, pourquoi tu ne prendrais pas des vacances à telle date et puis je te fais tel deal, c'est sympa. Et puis tu dit oui, non, c'est super facile, c'est super fluide. Donc c'est un exemple très simple que je prends parce qu'en fait, on peut l'appliquer à des choses beaucoup plus complexes sur les clients, sur tout ça. Et je pense que c'est vers là qu'on se dirige et que ça va très vite. Quelle est ta vision aujourd'hui du marché IA et des gros acteurs? Il y a les gros acteurs américains, il y a eu la perturbation chinoise avec DeepSeek, qui est en open source. Tu parlais de l'open source tout à l'heure. Et aujourd'hui, l'Europe qui essaye de se positionner entre ces deux grands pôles. Euh, Quelle est ta vision du marché de l'intelligence artificielle aujourd'hui? Bah, on voit que les grands acteurs commencent à prendre des orientations assez claires. OpenAI, très généraliste. Euh, Mistral, qui va être plutôt sur 7 verticaux. DeepSeek aussi. Donc, ça va aider les gens un peu à choisir les plateformes en fonction de leur business, de leurs enjeux. C'est sûr que c'est pas pareil d'être un chercheur en biotech que d'être Julien, qui est CEO généraliste, qui va plutôt utiliser des choses généralistes. Donc ça c'est pas mal parce qu'on a de plus en plus de clarté là-dessus. Euh, Après ça, sur par exemple Mistral et DeepSeek, il y a un gros enjeu quand même sur l'écologie hein, par rapport à l'utilisation de l'AI, les litres d'eau que ça consomme, par rapport à l'énergie. Donc là, on est sur des solutions qui sont beaucoup, beaucoup moins consommatrices d'énergie. Donc ça, c'est quand même assez génial. Après ça, alors c'est très personnel et je peux me tromper, hein. DeepSeek, ça me fait un peu penser. Moi, je me rappelle quand j'étais chez Alcatel, on faisait des appels d'offres avec America Mobile. C'était le moment où les Chinois arrivaient sur le marché. Et donc, c'est des appels d'offres inversés. Euh, les Chinois, ils remettaient une carte en disant nous, on vous fera 25% en dessous du moins cher. Et on perdait tout. Et à mon avis, la Chine, sans se dire avec l'AI, et c'était des bons produits. C'était pas des mauvais produits. Et aujourd'hui, Alcatel est mort, hein. Donc, à mon avis, la Chine, c'est complètement open source, hein. Donc, en train de se dire, en train de faire la même stratégie sur l'IA que ce qu'ils ont fait sur les produits. Et donc, de faire de l'AI de qualité à un coût très très bas par rapport à la concurrence, ou même presque nul. Euh, donc, après ça, j'ai pas de boule de cristal. Hmm. Par contre, quand même, la différence, c'est que avec ces nouveaux modèles open source, ça peut permettre à des pays qui sont très en retard de fill the gap. Et peut-être qu'on va avoir en fait plein de nouveaux modèles, nouvelles solutions
parce que le coût de l'élaboration des modèles est beaucoup plus bas. Euh, donc c'est peut-être un gros game changer qui ne bénéficiera pas qu'à la Chine. C'est un peu ça que je me dis. Mais j'ai pas Bien sûr. de position ferme sur le sujet. Euh, je pense que c'est bien que la France accélère. Euh, Tout le monde, enfin les enjeux sont très très importants. Après ça, moi je me dis que sur l'Europe, il y a peut-être une carte à jouer quand même sur créer une AI plus éthique. Euh, bon, c'est un vaste sujet. En Europe, là, on a avancé fortement sur toute la partie écologique. Bon, là, ça prend un peu de retard. Là, sur CSRD, ils ont retardé un peu. Mais, euh, mais est-ce que c'est pas ça l'avenir? Est-ce que c'est pas ça l'avenir? Est-ce que c'est pas euh, d'avoir mis en place une économie qui a un impact beaucoup plus positif sur la société et les AI dans le même chemin? Alors là, en ce moment, avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est quand même pas tellement la direction qui est en train de prendre le monde, malheureusement. Mais c'est peut-être ça l'avenir quand même. Peut-être que l'Europe, dans 20 ans, dans 15 ans, sera sortie gagnante euh, en ayant joué cette carte-là. Je sais pas. J'espère. Une AI plus éthique et plus écologique, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Bon, sur l'écologie, c'est assez simple, hein. Oui, c'est C'est la utiliser moins consommation de cartes énergétique Nvidia par exemple ou AMD ouais, pour diminuer la consommation énergétique. Et ça, c'est des modèles comme DeepSeek ouais. chinois qui ont prouvé par rapport au modèle américain que tu pouvais, avec moins de cartes, faire tourner un modèle qui arrivait quand même à raisonner. Mhm. Ouais, exactement. Donc sur la partie écologique, après ça, on peut dire que comment on utilise l'AI face aux gros enjeux de l'écologie. Et ça, c'est un sujet totalement différent. Moi, je pense qu'on va utiliser l'AI partout, mais sur l'écologie, sur la logistique, sur la vente, sur tous les sujets. Donc l'AI va participer là-dessus, mais c'est pas une AI plus écologique. Une AI plus écologique, c'est vraiment la partie consommation Mm. énergétique des modèles. Après ça, sur la partie écologique, moi, ce que je pense, c'est quand même l'AI, par exemple, si on améliore les flux logistiques, si on baisse les inventaires de produits grâce à l'AI, ça a un impact sur la planète. Donc, je serais plutôt à dire accélérons l'adoption pour générer des modèles opérationnels au niveau des entreprises qui fabriquent des produits et qui les transportent pour qu'il y ait moins de transport et qu'il y ait moins de fabrication. Et ça, je pense que l'AI peut aider aussi là-dessus. Et les boîtes travaillent là-dessus. C'est pas moi qui vais pousser ce sujet particulièrement. Après ça, sur l'éthique, c'est comment... euh, il y a plusieurs sujets. Nous, par exemple, sur le sourcing, c'est assez marrant. On a mis en place l'AI là, sur le sourcing des candidats. Et puis, on a rétroalimenté l'AI sur les candidats qu'on prenait. Et comme dans notre industrie, il y a quand même beaucoup très masculine, tout d'un coup, l'AI a commencé à écarter les CV féminins. Donc, déjà, il y a un sujet qui est quand même à travailler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en fait de créer un environnement d'éthique au sein des gens qui travaillent sur l'AI, parce que c'est ça qui va rendre l'AI vraiment éthique. Donc nous, par exemple, à l'OIT, on travaille beaucoup sur ce sujet-là. Même si on n'est pas des développeurs qui développent OpenAI et tout ça, on est quand même dans l'écosystème. Et, euh, il faut que les développeurs qui travaillent ces modèles et tout ça aient des formations sur l'éthique, soient plus sensibilisés là-dessus. Et c'est là où je pense que l'Europe a peut-être une carte à jouer. Là, la France a annoncé des gros investissements. Il faut que l'éthique des gens qui travaillent dessus soit renforcée. Et du coup, naturellement, l'AI sera plus éthique. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? J'avais un boss, je mentionnerai pas dans quelle boîte ni dans quel environnement, euh, sur une situation très stressante, sur le gain d'un très gros contrat sur lequel on avait beaucoup travaillé, avec des négociations hyper complexes, et qui m'a dit, mais Julien, mais attends, mais c'est qu'un job.
calme-toi, rentre à la maison, va dormir. Euh, c'est juste un job, quoi. Et je pense que c'est probablement l'un des meilleurs conseils. J'ai pas su l'appliquer tout de suite dans cette situation très très compliquée. Mais je pense que c'est un bon conseil. Je pense que souvent on est tellement pris parce qu'on passe beaucoup de temps à travailler, en fait, quand on regarde sur notre vie. Hein, on travaille pour partir en vacances plutôt que le contraire, quoi, un peu quelque part, ou je sais plus comment c'est l'expression. Euh, Travailler pour vivre ou vivre pour travailler, quoi. Mais c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps dans notre travail, on est passionné par ce qu'on fait, euh, mais en fait, c'est juste un boulot. Peut-être prendre un peu plus de distance. Quel est ton indispensable? Ma femme, euh, on est passé par des grandes... on a changé de pays ensemble. Euh, j'ai changé de métier, j'ai fait une grosse transformation. Et je dis à tout, parce que parfois j'ai des amis qui disent ouais, putain, c'est génial ce que tu as fait et tout, j'aimerais faire la même chose. Je lui dis assure que ta femme est on board, parce que je pense que tout seul, ça aurait été trop dur. Merci beaucoup Julien, merci pour ton temps, c'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Merci Paul, c'était un grand plaisir. Quand tu veux, tu connais nos bureaux, t'es le bienvenu. C'est la fin de cet épisode, j'espère que vous avez apprécié cet échange. N'oubliez pas d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.